Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Le Fournaire, je suis responsable des projets éditoriaux chez Réseau Alliance et je vous propose pendant la demi-heure qui arrive de découvrir des professionnels et surtout des actions qu'ils ont pu mettre en œuvre au sein de leur entreprise. Notre maître mot dans le temps de la preuve, eh bien, c'est vraiment le pratico-pratique. Alors je voulais vous partager un chiffre avant de démarrer. Selon un baromètre RH qui est publié par les éditions Tissot, 69% des RH placent la fidélisation des salariés en tête de leurs priorités en 2024. Alors, quelles sont les actions que l'on peut mettre en place pour fidéliser ces collaborateurs? Comment les accompagner dans leur carrière, que ce soit vers de nouvelles missions, de nouveaux postes et même de nouvelles structures? Je vous propose d'en parler avec notre invité, Rémi Derbécourt. Bonjour Lorraine. Bonjour Rémi. Rémi Derbécourt, vous êtes directeur associé au sein du cabinet de recrutement Kiman. Vous faites partie du groupe BATCA, qui est spécialisé dans les ressources humaines. Comme pour chaque début d'entretien, on a l'habitude de vous partager un mot qui pourrait résumer vos actions. Je vous propose le terme d'expérience et on va voir comment ça se traduit concrètement. L'expérience collaborateur, vous la cultivez vraiment tout au long de l'année. Vous avez mis en place de nombreuses actions, l'actionnariat salarié, votre gouvernance se veut la plus ouverte possible et vous avez également créé ce qu'on appelle des BATCAP. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce qu'on appelle les BATCAP, ce sont des entretiens mensuels d'activité. On s'est un petit peu inspiré de quelques belles entreprises retail de la région, notamment dans le domaine des équipements sportifs, et qui ont institutionnalisé ça. Donc, c'est des points mensuels avec son manager, avec un support écrit, qui permet de relater ses plaisirs, déplaisirs du mois passé. Ces objectifs atteints, non atteints, les raisons pour lesquelles ils ont été atteints, dépassés ou non atteints, et pouvoir travailler la feuille de route du mois suivant. Et ça, c'est valable du coup pour tous les collaborateurs. Chaque mois, il y a forcément un point où on se pose, où on prend le temps vraiment d'analyser ce qu'on a pu faire. Et c'est vraiment des points privilégiés, j'imagine, aussi avec le manager. C'est des moments privilégiés. Alors, chaque mois, je ne vous dis pas que 100% des collaborateurs, à tous les 4 semaines précisément un point. Parfois, c'est 5-6 semaines, parfois il y a un plan de charge. Voilà, en fonction du plan de charge, ça va être un peu différent. La règle veut que ce soit mensuel et que ce soit aussi un support qui permette, lors des entretiens mi-année et entretiens annuels, de pouvoir avoir des cadres, des repères qui permettent d'évaluer la progression d'un collaborateur durant l'année qui a été écoulée. Avec vraiment un suivi très fin. Comment ça a été accueilli par les collaborateurs? On leur dit, bah voilà, tous les mois, tu fais un point un peu plus précis. Comment ils ont ressenti, comment ils se prêtent à l'exercice? Alors, de prime abord, ils ont plus vu une contrainte et peut-être un côté un peu, pas flicage, mais ah oui, tous les mois, on va devoir préparer un document, tous les mois, passer 1 heure assis derrière une table, on a d'autres choses à faire, etc. Et puis, on n'a pas vraiment laissé le choix, et ça s'est fait comme ça, et un peu en marche forcée, mais tout le monde y voit des bénéfices aujourd'hui, parce que ça permet vraiment un moment privilégié quand même avec son manager, parce que parfois, on se croise entre deux portes, et puis on est quand même content d'avoir 1 heure, 1 heure et demie privilégiée avec son manager. Et puis, ça permet aussi soit de s'arrêter de prendre un temps de pause, finalement. Prendre un temps de pause. Ouais. Moi, une phrase que j'aime bien, c'est rendre compte pour se rendre compte. Voilà, tous les mois, ça permet à chacun de se dire voilà où j'en suis par rapport, par exemple, à mon objectif annuel. Je suis au 7e mois de l'année, j'en suis là. Tiens, qu'est-ce qui me reste encore à franchir? Où est-ce que je dois mettre le poids du corps, etc. Alors, il y a aussi un intérêt qui peut être pour les managers de ces points-là. Évidemment, de bien pouvoir cerner la progression de ses collaborateurs et voir sur quel point les faire progresser. Mais ça peut être aussi également pour se rendre compte avec lucidité qu'un collaborateur n'est pas en succès dans son poste, parce que parfois on est attaché à lui effectivement, parce qu'il est dans les valeurs, qu'il est impliqué sur plein de sujets, mais qu'en fait, le fait de faire des points mensuels peut aussi permettre de mettre le doigt sur le fait que la personne n'est peut-être pas à la meilleure place dans son organisation et qu'on peut peut-être l'accompagner sur un autre job. Ou sur un job un peu différent. Quoi. Ok. Au-delà de ces BATCAP et au-delà de leur mission, vos collaborateurs ont aussi la possibilité de donner du temps. Ils ont la possibilité de donner du temps de bénévolat auprès d'associations. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous partager de dispositifs de bénévolat sur lesquels vos collaborateurs sont impliqués?
Oui, alors sachant que juste pour poser le cadre, et parce que je ne prétends pas juste vous dire qu'on est parfait, qu'on fait des choses géniales, qu'il faut absolument s'en inspirer, sur le sujet du bénévolat ou du mécénat de compétences, nos collaborateurs sont autorisés en gros à en faire autant qu'ils veulent, tant que leur mission principale est remplie. Ça se fait en bonne intelligence, finalement. Mais c'est pas comme si on leur disait, tiens, on alloue 20% de ton temps à une autre mission et on baisse ton objectif, par exemple, de 20% ou le nombre de missions que tu vas produire, s'insère, etc. finalement. Ça s'insère et dans en une fonction journée, des périodes une de l'année, des plans de charge de chacun, ils peuvent allouer plus ou moins de temps. Et en fonction de leur envie, de leur générosité, entre guillemets, à pouvoir accorder ce temps aussi. Donc nous, ça fait des années qu'on est partenaire de l'école La Deuxième Chance, où on fait des simulations d'entretien et des jurys d'admission à l'école. On fait Squad Emploi, donc, qui est un dispositif qui est porté par le Réseau Alliance, dispositif de parrainage. On est en train de mettre en place un partenariat avec la Cravate Solidaire, qui va être sur un sujet de l'aide à la réinsertion des équipes, enfin des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Un peu de mécénat de compétences avec le Souffle du Nord, avec le mouvement Plus personne à la rue. Donc on est vraiment dans cette logique aussi que les collaborateurs se sentent utiles, qu'ils puissent aussi apporter leurs compétences à autrui. C'est vraiment ça l'idée aujourd'hui. Ouais. Ah bah carrément. Et puis la fierté d'appartenance, la fierté du collaborateur qui revient, qui raconte les belles rencontres qu'il a faites, qui l'ont sorti de son quotidien et de ce qu'il a pu partager et donner en fait. Vous proposez aussi ce que vous appelez, c'est des temps de prise de hauteur que vous appelez O2. Pourquoi c'est nécessaire de faire un peu des temps de pause dans l'année? Bon, on est pris dans son quotidien, dans son activité, mais vous avez figé, si je puis dire, ces temps de respiration. C'est un peu, c'était quoi l'ambition de ces temps? C'était vraiment de proposer aux collaborateurs un moment qui leur permette d'appuyer sur pause, de ne plus être sur leur métier opérationnel, de passer du temps ensemble autour d'interventions, donc des intervenants sportifs de haut niveau, des conférenciers qui viennent nous parler d'un sujet pendant 2 heures, 2 heures et demie pour inspirer. Mais on fait aussi des activités sportives, des activités culturelles. On fait une fête. Donc c'est toujours sur 2 jours, il y a toujours une fête parce qu'on a aussi cette culture de la fête qui est ancrée en nous. Nous, on est toujours parti du principe que, d'une façon générale dans notre management, que loin des yeux, loin du cœur. C'est en cela que le télétravail, on a eu du mal à le mettre en place. Il n'était pas naturel chez nous, en tout cas pas sur tous les métiers. Et les confinements, qu'on a tous connus, nous ont amenés à tester le télétravail, à se rendre compte que ça marchait. Mais intuitivement, dans notre ADN, on préfère quand même que les gens soient au boulot parce que déjà, on a une culture orale très forte, et puis c'est là où les énergies se transmettent, c'est là où on peut venir chercher des conseils auprès de collaborateurs qui sont particulièrement en réussite, ou rebooster quelqu'un, notre voisin, qu'on sent un petit peu ramolli. Et ça, on ne le voit peut-être pas en visio, ou en tout cas encore moins quand on est chacun chez soi, quoi. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans vos locaux, dans vos bureaux. On est sur des plateaux où les directeurs sont à côté des collaborateurs. Enfin, vraiment, il n'y a pas de porte, finalement. Non, il n'y a pas de porte et on a des hiérarchies qui sont très courtes. Alors il faut des hiérarchies, ce serait illusoire d'imaginer qu'à un moment il n'y ait pas des managers ou des gens qui donnent un peu plus le cap, mais oui, nous on essaie que ce soit le plus plat possible. Et puis la vie est vraiment trop courte, et c'est un peu sur ce mantra-là qu'on a bâti notre stratégie RH. La vie est trop courte pour s'emmerder au boulot. Et ça, on l'a dit tout de suite, on a créé il y a 20 ans Keyman, la première des structures, donc un cabinet de chasse de tête, et on a tout de suite dit aux collaborateurs, il faut que tu t'éclates dans ton job. Donc si tu t'éclates pas, si le métier n'est pas du tout fait pour toi, va faire autre chose. Et quitte à ce qu'on t'aide, nous, à trouver autre chose, ça tombe bien, on fait un peu de recrutement. Donc on peut te mettre en relation avec plein de gens. Et si tu t'es frustré par quelque chose dans ton job, il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut proposer quelque chose. Dans notre culture, on est plus dans le devoir d'essayer que dans le droit à l'erreur. Je ne sais pas si tu vois la nuance, mais oui, c'est dire si tu détectes un dysfonctionnement, il faut déjà le pointer et proposer quelque chose qui te paraîtra résoudre ce problème que tu identifies. J'avais envie, du coup, transition toute trouvée avec une alternante qui aujourd'hui est à la tête d'une de vos structures. Ça, c'est du coup un bel exemple d'une personne qui est venue à la charge 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui a eu envie d'oser essayer, qui a essayé, qui a réussi. Est-ce que tu peux nous partager ce retour d'expérience ? Oui, effectivement, super expérience d'une de nos collaboratrices, Philippine Rich, qui était en alternance chez nous et qui nous a, à différentes reprises, proposé de lancer une nouvelle activité et qui a fini par nous convaincre, alors même qu'on n'était pas forcément convaincu à 100%, je dirais, qu'il y avait vraiment un marché. En gros, c'est sur du conseil en marque employeur.
Et donc, elle nous a convaincus. On a dit, OK, vas-y, go, lance ça. C'était en septembre 2023 et ça cartonne. Elle est hyper épanouie. Elle gagne en maturité à vue d'œil. Plutôt jeune aussi, j'imagine. Ouais, elle a 26 ans. Ouais. Mais voilà, elle avait tout pour réussir à entreprendre, parce que c'est un peu cliché, mais c'est une fille d'entrepreneuse, c'est une bosseuse qui a toujours travaillé le week-end pour payer ses études, etc. Et puis elle a ça dans le sang. Justement, le groupe Batka, vous faites aussi pas mal de passerelles, vous capitalisez finalement autour des différentes expertises que vous avez à travers vos différentes structures. En quoi ce maillage il est hyper important et il sert aussi la performance globale du groupe, parce que là on est vraiment sur une logique de puissance de groupe, si je puis dire. Ouais. Effectivement, dans la façon dont on a créé nos activités, on a toujours fait en sorte que les métiers soient complémentaires. Donc on a beaucoup de synergie commerciale. Après, on n'est que dans des métiers de conseil RH qui permettent des ponts d'un métier à l'autre. Alors, tous les ponts ne sont pas permis. On peut être très bon formateur, mais être piètre consultant en recrutement. On peut être un excellent coach, mais pas savoir animer une session de formation. Donc il faut vraiment savoir identifier où sont les talents de chacun. Mais on a quand même pas mal de ponts possibles. Et donc voilà, nous on incite aussi tous les gens, quand ils ont envie d'une évolution, qu'ils détectent qu'il y a quelque chose qui est possible chez nous, de tenter. Et puis si ça ne marche pas, on retourne en arrière, il n'y a pas de problème. Le droit à l'erreur, il est là aussi, quoi. C'est de se dire, parfois on voit tous une évidence, on se dit super, tu changes de métier, tu vas faire ça, tu vas cartonner. Parfois c'est moins évident et on se donne 2 mois, 3 mois pour tester. Si ça ne marche pas, tu reprends ton poste d'avant et puis on continue. Et c'est grâce à toutes les actions que vous avez mises en place, les Batka, par exemple, dont on parlait tout à l'heure aussi, qui permettent de voir aussi, j'ai telle ou telle aspiration et pouvoir accompagner finalement ces évolutions de poste, de mission et pourquoi pas de structure finalement. Carrément. Et puis aussi, dans ces Batka, ça nous intéresse de savoir ce que la personne a envie de faire dans l'absolu, pas forcément que chez nous. Oui, vous êtes un cabinet de recrutement. Donc, oui, un cabinet de recrutement, et on peut pousser, entre guillemets, nos collaborateurs vers d'autres opportunités dans lesquelles ils seront encore plus épanouis. Et on peut aussi aider des collaborateurs à réaliser un projet perso. On a un collaborateur qui s'est mis en 4/5e depuis 2 ans et demi parce qu'il écrit des livres. Une collaboratrice qui est prof de yoga le vendredi. Une autre qui nous a quittés mais qui était décoratrice d'intérieur en parallèle à l'activité. Donc voilà, c'est savoir aussi écouter sa petite voix intérieure qui parfois nous pousse à vouloir faire autre chose, mais le rationnel nous dit oui, mais je ne vais pas vivre complètement de cette activité-là, donc est-ce que j'ose en parler à ma boîte ou pas? Nous, on a plutôt poussé les gens à venir nous livrer ces passions et voir jusqu'où ils avaient envie d'aller pour vivre leur passion. Pour vivre leur passion. Un mot peut-être sur les managers. Vous avez aussi une attention vraiment particulière. Alors, ils sont vraiment accompagnés, ils sont évalués avec un système d'évaluation un petit peu original que vous allez nous partager, et coachés aussi. Comment ça fonctionne, le suivi que vous avez mis en place avec vos managers aujourd'hui ? Alors déjà, pourquoi on l'a fait, c'est complètement en lien avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est pour les collaborateurs. On l'a plus fait pour que les collaborateurs soient heureux, épanouis et restent, que pour développer en tant que tel les managers. Évidemment, on voulait faire les deux, mais l'idée initiale, c'était surtout de dire on veut qu'on ait les meilleurs managers possibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous excellents et les meilleurs possibles, mais on tend vers. On tend vers, exactement. Et donc, on a un système qui finalement n'est pas très révolutionnaire. C'est des 360 qu'on fait chaque année, en interrogeant pour chaque manager son N+1, 2 N-1 et puis 2 pairs. 2 pairs, oui. Qui viennent chacun apporter une évaluation sur une personne. Il y a derrière un débriefing qui est fait par un coach. En fait, on a la chance dans nos différentes structures d'avoir une boîte qui fait du coaching. Donc on a 4 personnes qui spécifiquement vont débriefer les managers de Batka de ce qui a été dit, parce que parfois ça peut être un peu violent, où on peut se prendre une remarque à laquelle on ne s'attendait pas, qui est formulée de façon un peu cash. L'idée, c'est de l'accompagner quand même. Donc voilà, le coach, il explique bien tout ça, et puis derrière, on met en place un plan d'action. Il y a une deuxième restite qui est faite entre celui qui est évalué, entre guillemets, son manager et le coach, qui permet de mettre en place un plan d'action. Et puis derrière, on déroule. Alors, et là où je vous disais, on n'est pas complètement parfait non plus, c'est que là, on se rend compte, parce qu'on a mis en place ça il y a 2 ans, qu'on n'a pas suivi à la lettre chacun des plans d'action et que parfois, on a oublié 2-3 items et qu'il faut sans cesse se remettre dessus. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de partager le plan d'action. Et ça, on l'a fait pour la majorité des managers, à ses collaborateurs. Dire, on a identifié que ton manager avait comme axe de progrès ça, ça, ça. Donc, on travaille avec lui
le sujet. Pour les collaborateurs, c'est aussi une manière de voir que voilà, il y a un plan d'action et ça permet de parler aussi, ça facilite cette gouvernance ouverte, cette prise de parole qui est facilitée aussi, j'imagine. Oui. Alors oui, après, gouvernance ouverte, les grands open space, c'est super, mais il y a quand même toujours des collaborateurs qui n'oseront pas tout dire non plus. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce que nous on appelle un bas-de-caromètre. C'est donc 3 fois par an, questionnaire anonyme qui permet aux collaborateurs de nous noter chacune des structures dans lesquelles ils travaillent et le groupe sur un certain nombre d'items liés au management, à la formation, au droit à l'erreur que j'évoquais tout à l'heure, sur l'ambiance, sur leur météo perso, est-ce que je suis plutôt nuage ou soleil en ce moment, et voilà, ça nous permet aussi de mesurer, parce qu'évidemment on suit ça comme le lait sur le feu, Bien sûr. pour voir comment se sentent nos collaborateurs. Eh bien, merci beaucoup Rémi d'Herbecourt d'être venu nous partager l'ensemble de ces actions. Merci Lorraine. En faveur de cette expérience collaborateur. Merci beaucoup et à bientôt.